Bienvenue sur le podcast Vivre mieux. Aujourd'hui, nous avons la joie et la chance de recevoir Valorant Moulet-Berthaud. Valorant, tu es entrepreneur, fondateur d'un groupement d'activités dont Le Crayon, qui est un média de 100 000 abonnés sur YouTube. Mais aussi, tu as des activités de stratégie digitale, influence, relations presse, personal branding. Est-ce que ma compréhension est bonne, Valorant ? Exactement, c'est moi qui ai la chance d'être ici, Julien. Je suis ravi. Surtout que je suis assez client du podcast et assez client de ces thématiques de développement personnel et justement de compréhension de soi et des autres. Et oui, donc en gros, on a Le Crayon, donc c'est un média digital. On est même toutes les plateformes, YouTube étant la principale, mais même pas la plus grosse, parce qu'on a plus d'abonnés que sur TikTok que sur YouTube. Et après, on a, comme tu disais, Le Pinceau. Donc là, c'est création de contenu et influence pour les entreprises. Et Le Surligneur, qui est personal branding et relations presse pour les entrepreneurs et les personnalités publiques. En gros, le projet, il est très très simple. C'est de réussir à créer toute une chaîne de valeur et un groupement d'activités, comme tu le formulais, qui se positionne autour du fait de faire en sorte que les bonnes personnes soient visibles avec les bons messages, sachant que nous, on se porte assez peu juge du fond du message ou de la direction du message, mais plutôt de sa qualité intrinsèque. Valorant, pour donner du contexte, le but de ce podcast, c'est comme tu as dit, en fait, c'est que je pars à la rencontre de leaders, d'experts et de personnes qui ont côtoyé la réussite, l'épanouissement, pour les interroger et puis analyser un peu comment est-ce qu'ils arrivent à avancer, comment est-ce qu'ils arrivent à rendre accessibles ces clés de l'épanouissement et de la réussite. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Ça fait complètement sens, même si jamais je parlerais aujourd'hui dans ma situation plus d'épanouissement que de réussite. Réussite, il est encore un peu tôt et j'ai l'impression d'être à 5%, même 2% de ce que je veux faire. Donc pour le coup, il est encore un peu tôt. En revanche, sur l'épanouissement, je me suis rendu compte même assez récemment à quel point en fait, j'étais très heureux. Donc voilà, mais après, de toute façon, pour moi, c'est toujours un élastique et toujours une montagne où en fait, il faut être arrivé sur un sommet ou sur un plateau pour se rendre compte qu'on est bien dessus en fait. Et que c'est très difficile de se rendre compte quand on est dans le chemin ou dans la traversée justement de ses objectifs ou de sa quête personnelle. C'est un peu une forme de gratitude en fait, de prendre le recul et de pouvoir voir en arrière où on est arrivé et cette forme de plateau dont tu parlais. C'est complètement de la gratitude parce que je pense qu'on vit une période assez troublée, assez usante d'ailleurs pour beaucoup de monde. Nous, on le voit beaucoup parce qu'on est dans un média qui est sociétal et politique, donc on est assez proche de l'actualité qui sont pas toujours très réjouissantes. Mais on se rend compte quand même de plus en plus que on est quand même des gens éduqués dans des pays développés où on a pour l'écrasante majorité d'entre nous du chauffage, une connexion internet, un toit et de la nourriture. C'est quand même très très rare à l'échelle du monde d'être dans un pays où 95% des gens ont accès à ça. Même si ça n'enlève pas qu'il y a 12 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France et qu'il faut vraiment aussi… C'est un sujet sur lequel s'y atteler parce que tu es toi-même, à mon avis, très connaisseur de la pyramide de Maslow et tu ne peux pas débloquer de quêtes supplémentaires tant que les premières quêtes ne sont pas accomplies, quoi. C'est ça. On est tous à des niveaux différents de la pyramide de Maslow et l'Occident, en tout cas les pays sur lesquels nous on est actifs, j'ai l'impression qu'on est dans de la recherche surtout d'accomplissement et puis de transcendance, quoi. Je suis complètement d'accord, même si je crois qu'il y a aussi une question on dit que notre génération est très dépressive. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir parce que c'est une phrase de je ne sais plus qui je l'ai entendue, c'est peut-être de toi d'ailleurs en fait, mais qui disait que la dépression c'était un décalage entre notre vision de nous-mêmes et notre réalité concrète en fait, et celle qu'on voulait projeter aux autres. Et je pense qu'on pourrait aussi le globaliser à la pyramide de Maslow et se dire qu'une dépression, ça serait quand on est en quête d'un étage de la pyramide de Maslow alors que l'étage précédent, voire l'étage du dessous, n'a pas été pleinement répondu. Et je pense que c'est intéressant de le voir de cette perspective-là parce que ça permet de se rendre compte qu'une pyramide de Maslow, c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'ordre, en fait, tout simplement. Je le dis même très premier degré, on doit le faire vraiment dans l'ordre. Et que moi, je vois beaucoup de gens dans les startups, parce que c'est un milieu que je côtoie beaucoup de nos clients sont là-dedans, où en fait, ce sont des stars sur BFM Business la journée et ce sont des gens qui ont des terreurs nocturnes parce que leur boîte ne crache pas assez de cash ou se développe pas assez vite. Et donc, du coup, tu as d'un côté la quête de transcendance sur BFM Business et en même temps la quête ne serait-ce que de revenus primaires qui est du coup 2 étages d'écart. Et je pense que ça mène vers de la dépression, tu vois.
Oui, oui. Et puis on peut se retrouver dans une sorte d'illusion de croire que en allant à satisfaire notre besoin peut-être d'accomplissement, on trouverait quelque part l'épanouissement, le bonheur, là où en fait on n'a pas eu encore l'occasion, la chance, l'opportunité d'assouvir un besoin un peu plus fondateur, on va dire. Ouais. Ok Valran. Alors peut-être en introduction, je me demandais si on avait été complet dans ta présentation, ou est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Valran Mouléberto et je me définis comme un entrepreneur. J'utilise même le terme entrepreneur récidiviste que je pique à Mathieu Stéphanie, parce que je le trouve assez marrant, je trouve l'expression assez marrante. En gros, j'ai monté du coup le crayon, le pinceau et le surligneur qui fait partie, en fait, on va dire, d'un même embryon de groupe d'entreprise, qui a pour but, en fait, du coup, comme on a dit tout à l'heure, de, en gros, s'occuper de la visibilité et, en gros, on va dire, de ce qu'on appellerait même, on va dire, de la viralité par les valeurs et par le message. Et après, à côté de ça, j'ai mené différents projets, dont un qui a été très connu, qui s'appelle Élise, qui est une application qu'on a utilisée pour la présidentielle, qui était une forme de Tinder des programmes électoraux pour, on va dire, matcher, entre guillemets, ou en tout cas établir un classement des candidats en fonction de leur programme. Ça a été un sacré succès parce qu'on a fait 3,6 millions de téléchargements en 3 mois. On a été top 1 App Store et Play Store pendant plusieurs semaines. Et on a été contacté par des partis politiques, on a fait plus de 500 couvertures presse, enfin, c'était assez dingue. Et voilà, c'était une super aventure. Après, là, j'ai monté un événement avec des potes qui s'appelle la Founders Night, qui réunit des entrepreneurs. Au bout du 3e événement, on était 800 entrepreneurs à la Cigale. Donc c'était vraiment un beau succès, on était très contents. À la Cigale? Exactement, à la Cigale. C'était vraiment une fierté pour moi de le faire. Et là, j'ai un petit side project dont je t'avais parlé qui, en gros, a pour but d'être un outil de gestion de communauté, une forme d'entre-deux entre Discord et le groupe Facebook, pour but, en gros, de gérer des communautés de manière plus privée, donc potentiellement la communauté vivre mieux si l'outil sera suffisamment performant pour tes besoins, quoi. Ouais. Et puis, je pose la question aux auditeurs parce qu'il y en a qui font partie de l'école et s'ils ont, moi, je suis ravi de savoir s'ils aimeraient bien changer de plateforme parce qu'aujourd'hui, on est sur Facebook Group et c'est vrai qu'il y a certaines limites, donc ravi de considérer cette application, Valorant. Mais non, mais tu vois, c'est bien la preuve qu'il y a un sujet parce que aujourd'hui, Facebook, c'est une forme d'application un peu Frankenstein où tu trouves à boire et à manger. Et que nous, en fait, tout notre but avec Clubs, parce que c'est ça le nom de la boîte, tout le but avec Clubs, c'est de réussir en fait à avoir une proposition de valeur qui est vraiment focalisée sur celle du groupe et de la communauté, quoi. Et puis c'est marrant parce que tu vois, quand je parle de Facebook Group, alors bravo Mark Zuckerberg et Meta pour ce qu'ils ont réalisé, et en même temps j'ai un peu l'impression de le dire à contre-cœur, tu sais, comme si à défaut d'une meilleure application, on est sur Facebook Group. Alors ça signifie, je crois qu'il y a un besoin pour des communautés comme nous, de créateurs de contenu, mais pas uniquement, d'éducateurs, de formateurs, etc., d'avoir accès à ce genre de services. Collectifs. Il y a beaucoup de monde qui sont en quête de ça, et donc du coup on va voir. Aujourd'hui, on n'est pas très loin d'avoir pas mal avancé sur la première version de l'outil et on va commencer à lancer la communication où en fait le but de la communication, ça sera de réussir à construire publiquement le projet parce que moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, humainement même, au-delà même de l'intérêt business que ça comporte. C'est humainement, j'aime beaucoup construire les projets publiquement parce que ça permet à la communauté de se sentir aussi un peu propriétaire du projet et de s'impliquer réellement. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de logique business à l'ancienne qui en fait conçoit la psychologie collective, on va dire, de leurs utilisateurs, de leur audience ou de leur communauté comme un rapport, on va dire, très télévision. Je produis une émission, tu la regardes et c'est tout. Là où moi je trouve que la modernité se rapproche plus de quelque chose comme Twitch ou comme des lives et tout, où en fait tu peux directement communiquer avec la communauté. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de raisonner en termes de communauté globale sans demander l'avis de cette communauté, tout simplement. D'accord. Et quelle fonctionnalité ou quel design permet à cette application d'être davantage dans cette interaction, justement? Aujourd'hui, je préfère garder encore quelques trucs un peu secrets. D'accord, bien sûr. En public. Mais en gros, le but, c'est de se dire que le groupe Facebook, c'est sur une application qui n'est pas faite pour les groupes. Discord est une application qui est rejetée par 90% des gens. 10% adorent et 90% détestent. Ah oui. Et qu'aujourd'hui, notre but, c'est de se positionner au milieu de ça, sans aucune prétention, en disant juste, ça sera un outil où, à partir du moment où toi, tu es bien et ta communauté dessus, en fait, on se mettra à ton service pour le développer au mieux. Et comme, en fait, nous, on est à taille humaine, tu vois, on n'est pas un GAFAM et tout.
Notre but, c'est de se dire que si jamais la communauté Vivre Mieux, qui du coup sera un de nos utilisateurs, ils nous disent « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien qu'on puisse faire tel truc ou telle fonctionnalité », que nous on puisse l'implémenter très rapidement, là où tu peux toujours te brosser entre le moment où tu vas pouvoir te plaindre auprès de Facebook et le moment où tu auras une modification, quoi. Ça c'est sûr, ouais. Ok. Et bien Valorant, moi, tu vois, dans l'échange qu'on a eu, qu'on est en train d'avoir, je réalise une chose, c'est que tu as différents projets, tu as aussi t'as ton organisation qui a plusieurs bras. Qu'est-ce qui est ta mission, ta vision, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? C'est quoi l'élément central? Moi, c'est de créer des trucs pour les gens. En fait, la meilleure manière, je pense, de l'imager, de faire une métaphore de ça, c'est de se dire qu'en gros, par les connexions Internet, le monde est un peu devenu une forme de village, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux réussir à parler à quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde en quelques clics, quoi. C'est quand même complètement dingue quand on y réfléchit. Et donc, du coup, moi, j'aime bien remettre un peu cette image de moi, la manière dont je me perçois et la manière dont j'ai envie d'aider les gens, c'est d'essayer d'être moi, on va dire, une forme de première personne qui agit dans le sens de construire des choses pour la communauté, pour le petit village mondial, on va dire, et de pousser des gens à le faire également. Et donc, du coup, la manière de réussir à faire ça, c'est de communiquer avec la plus grande transparence et si possible avec le plus grand divertissement, parce que c'est toujours important, pour des communautés qui ont des besoins spécifiques ou ont envie de se réunir entre eux. Moi, j'ai été beaucoup marqué, et je te le dis à titre personnel, j'ai été beaucoup marqué par à quel point notre société était extrêmement leader, en gros, d'opinion ou influenceur ou politique ou entrepreneurial, qui va balancer des trucs à des gens et vous regardez pas, je m'en bats les couilles. Et moi, je trouve ça très dommage parce que je pense que justement, si on remettait la communauté, les utilisateurs, les clients, peu importe comment on veut les appeler et peu importe qui ils sont en fonction de notre business, si on les met au centre de ce qu'on fait, il se passe deux choses géniales. La première, c'est que ça devient plus ton truc, mais ça devient notre truc. Et donc, du coup, il se passe une espèce de propriété publique, on va dire, qui font que les gens s'impliquent et sont réellement dessus en tant que membre actif qui est là pour améliorer. Donc, il y a une démarche constructive derrière. À l'inverse, si jamais tu ne le fais pas, les gens vont être comme une espèce d'audience jamais parfaitement satisfaite, qui vont toujours se plaindre de ne pas avoir exactement ce qu'ils veulent, sachant que ce qu'ils veulent sera évidemment différent en fonction des individus. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'un point de vue plus pragmatique, c'est complètement contre-productif aujourd'hui de travailler pendant 2 ans dans sa grotte pour présenter quelque chose dont les gens voudront peut-être jamais. C'est contre-productif pour soi, c'est contre-productif pour la communauté, c'est contre-productif pour tout le monde. Et que moi, j'aimerais beaucoup, ma vision de la société, et ça rejoint un peu ce que toi tu fais, en fait, tu vois, d'un certain point de vue, c'est que chacun peut être une forme de petite amélioration quotidienne dans la vie des gens sur certains aspects. Aujourd'hui, moi, je regarde énormément ton contenu parce que je sais que quand je le regarde, je vais avoir une compréhension de moi-même et une compréhension des autres qui va être grandement augmentée. Donc du coup, en fait, merci Julien, je te le dis aussi, mais je le dis même d'un point de vue purement de membre de la communauté, merci de m'aider à vivre une meilleure vie. Et même si c'était pas l'école Vivre Mieux, même si c'était l'école de l'amour de soi, merci de m'aider à vivre une meilleure vie, en fait. Parce que grâce à tes informations, grâce au travail que tu fournis, que tu te tues à la tâche pour faire pour les gens vivent vraiment un progrès, en fait, dans leur quotidien. Et moi, c'est tous les projets auxquels je participe, j'essaye d'avoir à cœur que ça aide les gens à avoir un quotidien ou une vie plus qualitative, en fait. Et donc, du coup, moi, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est une des boîtes que j'aime le plus, c'est Doctolib. Doctolib, je trouve que c'est une entreprise d'utilité publique. Et donc, du coup, je trouve qu'on devrait aspirer à faire un peu plus de Doctolib et un peu moins de collection de NFT avec des singes, quoi, en gros. Si je peux le formuler comme ça. C'est très bien les collections NFT, hein, je dis pas le contraire. J'ai moi-même quelques NFT, je vais pas cracher dans la soupe, tu vois. Je dis ça plus dans le sens où je trouve que Doctolib apporte une vraie valeur ajoutée à la société. Là où je trouve qu'il y a beaucoup de business qui se concentrent sur des trucs beaucoup moins intéressants. Je trouve que les cryptos apportent une vraie valeur à la société. Quand tu es au Sénégal et que tu veux faire un virement aux États-Unis, crois-moi que les cryptos, c'est sacrément utile. Et c'est là où moi je trouve, c'est là où je trie en fait, là où ma mission fondamentale, c'est de créer des projets qui aident, si possible, le plus grand nombre de personnes
et par le fait de communiquer publiquement là-dessus, pousser des gens à créer également des projets qui aideront la communauté. Et donc moi c'est ça ma mission, et donc du coup c'est vraiment le fait de, ça passe beaucoup par l'action, parce que en gros moi ma tagline c'est on a raison de se plaindre seulement quand on agit en fait. C'est ça un peu moi ma logique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je peux mettre dans la même case d'après, enfin j'aime autant un rappeur qui fait réfléchir qu'un écrivain qui fait réfléchir. Tant que les deux font réfléchir, j'estime que après on peut dire qu'il y en a l'un qui est plus évolué ou plus sophistiqué que l'autre, ça aucun problème. Mais en tout cas les deux aident des gens à vivre mieux, à avoir une meilleure compréhension du monde et tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve même que ta marque est excellente. Parce qu'après, ça peut regrouper beaucoup d'autres sujets que la psychologie individuelle ou la psychologie collective. Oui, c'est certain. C'est vrai que, tu vois, chez nous, dans le futur, on a l'ambition la volonté de faire venir, par exemple, des nutritionnistes, des personnes qui, voilà, tu vois, de la santé physique, faire des, dans l'école, qu'ils aient accès à de la sensibilisation, voilà, sur différents sujets comme la santé, etc. Donc, effectivement, c'est une marque un peu ombrelle, comme on peut appeler. Et tu as complètement raison, parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment pas très copain avec l'école, à la base. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis aussi offensif dans ma communication, parce que c'est les gens qui me connaissent, ou ceux qui me connaîtront pas et qui regardaient, ils remarqueront quand même un truc très clair, c'est que j'ai pas la langue dans ma poche, tu vois. Et je l'ai pas parce que j'ai été vraiment genre très très marqué par l'école, que j'ai trouvé pas du tout à l'heure de la modernité, en fait. Et simplement sur des questions comme tu décris, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de sensibilisation à la nutrition à l'école, à l'amour de soi, à la sociabilité, à tout ce que des gens comme toi ou comme Yann Piette ou comme David Laroche font en fait, comme Boris Cyrulnik. Et je suis très étonné en fait qu'on ne le fasse pas, alors qu'aujourd'hui ça me paraît quand même un peu plus important de développer la nutrition que manger 5 fruits et légumes par jour, quoi, en fait. Et je te rejoins, et tu sais, ce qui est intéressant peut-être dans cette réflexion, c'est, tu sais, il y a cette phrase que je trouve intéressante qui est de dire que tu as beau avoir toutes les connaissances ou toutes les compétences du monde, si tu ne sais pas les communiquer, ça n'aura pas de valeur. Et donc, la question ensuite derrière, c'est donc comment est-ce qu'on va faire pour partager ces connaissances de la bonne manière. Et je trouve que ça rejoint une partie de ton projet qui a été cette réflexion sur les innovations, mais aussi la bonne façon d'entrer en contact avec la communauté comme avec cette application. Hein. Complètement. Sachant que moi, je me positionne, en tout cas aujourd'hui, pas du tout comme quelqu'un qui fait de l'innovation de rupture. Ça, je laisse ça à des cerveaux que j'estime bien plus brillants que les miens. Moi, c'est vraiment de l'innovation sociétale, en fait, sociologique, sociétale. Je pense que j'ai pas de meilleur mot. C'est-à-dire, en fait, ça va être. Je vais jamais être celui qui va révolutionner une intelligence artificielle. Il faut un cerveau 10 fois supérieur au mien pour le faire. En revanche, moi, ce que je sais faire, c'est fédérer, créer un engouement pour des projets et résoudre des problèmes que j'identifie et les résoudre collectivement. Moi, j'ai toujours été absolument subjugué par la pertinence d'un Wikipédia. Et je pense que Wikipédia, aujourd'hui, a été trop peu exploité en termes de modèle. Wikipédia en lui-même, c'est parfait. Mais imaginons d'autres Wikipédia, mais des Wikipédia sur la santé mentale, sur les relations humaines, sur la parentalité, l'éducation. Il y a beaucoup de choses à faire. Où n'importe qui, pour tous les savoirs où il n'y a pas de vérité scientifique absolue, devraient passer par un filtre de construction communautaire à la Wikipédia. Ça serait tellement intéressant. C'est sûr. C'est sûr que, tu vois, si... parce qu'il existe des académies et de la science humaine qui va analyser et comprendre ces phénomènes. Donc pour l'audience, c'est donc pour clarifier. Donc on parle de compréhension des dynamiques sociales et des interactions humaines. Hein. Il existe des académies qui travaillent sur ça, mais il y a selon moi une barrière sur le go-to-market, enfin sur le comment est-ce qu'on le porte au public et notamment en co-construction, comme tu l'as dit, avec comme un Wikipédia. Si ce sujet avait été résolu, adressé, on n'aurait pas besoin d'en parler aujourd'hui, je pense. Je suis complètement d'accord. Et là où moi je te prends juste un exemple de sujet où tout le monde a sa propre vérité et ça serait intéressant d'avoir de l'intelligence collective, c'est l'éducation parentale. J'avais un débat avec ma mère ce week-end parce que j'étais allé la voir, on n'habite pas dans la même ville.
J'étais allé la voir et moi, je suis extrêmement reconnaissant envers ma mère parce que ma mère a été absolument admirable avec nous, que ce soit par son éducation, son amour, sa confiance et tout. Vraiment, ça a été une mère vraiment incroyable. D'autant plus que j'étais un mec assez turbulent à l'école, donc avoir une mère qui te soutient là-dedans, c'est quand même miraculeux. Et en fait, elle essaie de comprendre pourquoi on avait un aussi bon rapport. Pourquoi? Parce que j'ai un grand frère et une petite sœur. Ma petite sœur qui est d'ailleurs mon associée sur le crayon. Et on se demandait pourquoi les 3 enfants ont un aussi bon rapport avec leurs parents. Et on essayait de trouver des points communs à ça. Et c'est très difficile en fait d'en trouver parce que dans nos amis, dans nos familles d'amis, on regardait et en fait il y avait des corrélations et d'autres où il n'y en avait pas, donc c'était difficile. Une plateforme on va dire de connaissances collectives sur l'éducation parentale serait quelque chose d'absolument génial. Combien de gens seraient prêts à payer des centaines d'euros par an pour pouvoir avoir accès à une plateforme où tout le monde partage son savoir et où le job de la plateforme, c'est de faire de la modération sur ce qui a l'air de fonctionner le mieux ou ce qui sont les pistes de réflexion qui paraissent les plus intéressantes. Ouais. C'est sûr que le modèle qui existe actuellement et qui ressemble le plus à ça, c'est des sachants. C'est des sachants individuels, voilà, ou peut-être des institutions, mais des institutions qui sont quand même relativement... Oui, et qui sont en fait juste un regroupement de sachants, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Surtout que moi, comme je te l'ai dit plusieurs fois en privé, mais moi, je suis assez passionné par la psychologie individuelle. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très, très client de ce que tu fais. C'est parce que je trouve que c'est des sujets qui vraiment n'ont pas été abordés à l'école. Moi, j'ai appris la séduction et la sociabilité parce que avant d'être une grande gueule très publique, j'étais aussi un mec assez renfermé. J'étais très en décalage avec les gens de mon âge. Et il y a 2 choses qui m'ont sauvé la vie par rapport à ça. La première, c'est mon grand frère, qui du coup, en fait, par mimétisme, m'a créé un comportement par défaut qui, je le savais pour lui, fonctionnait, donc a permis de fonctionner pour moi. Donc ça m'a permis, moi, par mimétisme de mon grand frère, qui était quelqu'un de très populaire et tout, de devenir moi-même très populaire juste en copiant tout simplement son comportement. Et après, derrière, ça a été YouTube. En la personne notamment de 2 chaînes notamment que je recommande aux gens s'ils ne les connaissent pas, que sont Yann Piet et Charisma on Command. Ces chaînes-là m'ont fait 50% de mon éducation, pas sociologique, de sociabilité, quoi, en fait. C'est dingue. C'est dingue. Est-ce que tu peux dire que ça a quand même apporté un boost considérable dans ta vie perso? Je pèse mes mots, ça a changé une partie de ma vie. Je ne serais pas le même mec sans ça aujourd'hui. Et donc du coup, je te fais moi, je me fais des peurs rétrospectives en me disant mais putain, si j'étais né il y a 20 ans, qu'est-ce que j'aurais été? C'est clair. Tu vois, c'est une vraie question qui moi me prend la tête beaucoup en fait. Qu'est-ce que j'aurais été sans ça en fait, tu vois? Et donc du coup, comment les gens qui étaient comme moi il y a 20 ans ou il y a 50 ans ont fait? Et ça se pose vraiment comme question en fait. Tu vois. Et donc c'est pour ça que des gens comme toi sont des gens, c'est crucial en fait, tu vois. Non mais c'est vrai parce que tu vois, tu prends le niveau d'épanouissement de pyramide de Maslow assouvi par personne et puis tu fais la somme de toutes ces personnes, ça fait une société. Ça fait quand même une société de gens moins malheureux, quoi. En tout cas avec des besoins un peu plus satisfaits et moi je trouve que ça a une vraie valeur. Alors c'est vrai, je te rejoins complètement, en fait. C'est peut-être ahuri, enfin étonné, parfois un peu de la colère, mais canalisé sur le fait que pourquoi est-ce que on ne voit pas le trésor que c'est? Pourquoi sociétalement on ne voit pas autant le trésor que c'est? Et je crois qu'on dit la même chose, hein. Ouais, non, mais c'est sûr, et c'est complètement dingue parce que aujourd'hui une Juliette Funès passe plus de temps à essayer de démonter le développement personnel qu'à essayer de le reconstruire ou de le co-construire. Et je la trouve d'ailleurs assez brillante comme femme, mais je suis très 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 en colère qu'elle ait essayé de dégommer une discipline qui, pour le coup, balbutie dans sa respectabilité grand public. Et je trouve ça terrifiant qu'une femme aussi intelligente qu'elle ait pas essayé de se dire comment je peux réussir à aller faire des trucs avec des David Laroche, avec des Julien Kim, avec des Boris Cyrulnik, au lieu juste de créer un pamphlet grand public pour être invité sur des plateaux télé, quoi. Et du coup, en fait, le move, pourquoi il est comme ça, et je l'attaque pas elle particulièrement, hein, elle est très brillante, mais
Bah en fait, c'est parce que du coup, elle, en se positionnant comme ça lui permet de bosser avec des entreprises et des directrices et directeurs de ressources humaines plutôt qu'avec des individus. Parce que du coup, quelle est la finalité de ça? Les tickets qu'on va payer sont plus gros. Oui. C'est une stratégie. C'est un positionnement. C'est en se positionnant. Et puis, c'est une très bonne manière de cliver. Et puis, elle connaît l'audience, hein, qui est un peu plus sur le développement personnel, qui sont des individus versus des entreprises, comme tu dis. Et en plus, elle est ravie de taper sur un truc que, de toute façon, les journalistes et les médias ne sont pas très fans. Le Crayon est un des rares médias à traiter des gens qui parlent de développement personnel au même titre que d'autres expertises. Parce que nous, on estime que ça a changé la vie de centaines de milliers, voire de millions de personnes en France. On va pas faire comme si ça n'existait pas ou comme si c'était pas sérieux, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez quelque part du courage. Alors j'ai peut-être deux choses à dire. C'est la première, c'est qu'en 2030, je suis persuadé qu'on dira, mais on n'avait jamais dit que c'était pas ce qu'il fallait faire. Évidemment que c'était ça qu'il fallait faire, et je pense que tout le monde dira ça. Et puis le deuxième aspect, Valorant, c'est est-ce que, moi je suis curieux de savoir, pour le Crayon ou pour toi personnellement, est-ce que tu as eu des opinions, tu as pris des décisions, fait des choix qui pourraient paraître, tu vois, de l'extérieur, peut-être choquants, étonnants, difficiles à comprendre pour l'opinion générale, mais que tu as quand même fait? Oui, j'en ai fait. Alors ça, pour le coup, j'ai même fait que ça, quasiment. J'ai monté ma première boîte quand j'avais 17 ans, et j'étais encore au lycée. J'étais au milieu de ma terminale, et parce que j'avais un instinct très très fort. J'avais déjà commencé à gagner un peu d'argent en faisant des achats-reventes de coques d'iPhone, de quelques objets un peu dans ce style-là. C'est des objets que tu pouvais toucher pas très cher et que tu pouvais réussir à revendre un peu plus cher, en gros. Et donc, du coup, je me suis lancé dans l'événementiel par le biais d'un ami qui en a créé une société avec un de ses anciens patrons dans l'événementiel. Et on a créé une société à trois, un tiers. Et en fait, comment la manière dont ça s'est structuré, et c'était vraiment passionnant par rapport à ça, c'est que moi, j'avais vraiment, du coup, à ce moment-là, fait ce choix de me dire, je suis prêt à avoir des bien moins bonnes notes à l'école et au bac, parce que je crois que c'est là que je dois aller. Je crois que c'est là où je suis censé aller. Et ça a été un choix extrêmement difficile, qui a rapidement été validé, parce qu'on a rapidement fait de l'argent, donc du coup c'était facile de le justifier. Mais j'avais des soirs où en fait, je faisais la comptabilité d'une soirée à 5h du mat, je rentrais chez moi, je dormais 1 heure, je prenais une douche et j'allais en cours. Hein. C'était quand même ça aussi mon quotidien, tu vois. Et d'accord. Je me suis retrouvé à être un des 2 seuls de mon lycée à ne pas avoir de mention au bac. Et donc du coup à me faire un peu dégommer par tout le monde, mon lycée, mes parents et tout ce que tu veux. Mais en fait j'ai continué là-dedans, j'ai persévéré et j'ai revendu ma société à 19 ans. Pas des sommes de dingue, hein, vraiment, c'est pas des sommes de start-up, mais vraiment des chiffres qui te mettent quand même très 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 à l'aise pour cet âge-là. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais en fait déjà lancé ma vie. Versus des gens qui étaient encore en prépa, qui vont faire de brillantes études et prendre des très gros salaires à la sortie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est un très bon choix de leur part. En revanche, ça n'aurait pas été un bon choix pour moi. Et c'est super difficile quand on est dans des milieux, nous on était dans des milieux un peu bourgeois, tu vois, où ça se regarde beaucoup, où beaucoup de gens se comparent et tout. C'était très difficile pour moi de faire ce choix-là, alors que les choix moyens de mon entourage, c'était prépa et grande école, médecine, droit, enfin ce genre de choses. Et que moi, je me suis toujours défendu avec mon argument massu, qui est que je gagnais plus d'argent que tout le monde à ce moment-là. C'était mon seul argument. J'étais obligé d'aller sur ce terrain-là, parce que sinon, j'avais aucune justification de mon choix. Et donc, du coup, j'ai pu faire la Sorbonne à côté, qui me prenait très peu de temps. C'était génial. Mais ça a été un vrai choix quand même de me dire, je ne vais pas chercher à faire une des meilleures écoles ou une des meilleures études de France, même si, au fait, la Sorbonne est considérée comme telle, donc tant mieux. Mais je vais d'abord me concentrer sur mon entrepreneuriat. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et je me suis rendu compte d'un truc très récemment. D'ailleurs, je me suis rendu compte vraiment, on m'a posé la question dans un podcast et ça m'a fait, je m'en suis rendu compte de ça. On m'a posé la question de quel est le truc qui t'a rendu le plus heureux ces dernières années, tu vois. Ok. Et j'ai bugué. J'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'est-ce qui m'a rendu vraiment une décision qui m'a rendu très heureux ces 5 dernières années. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de ne plus faire d'études, d'avoir terminé les études, d'avoir terminé l'école et de ne plus y retourner. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point j'avais détesté ça. Et c'est pas une école en particulier, hein. J'en veux pas à mon école, j'en veux pas à la Sorbonne. D'ailleurs, la Sorbonne, j'ai même beaucoup de choses de très bien à dire dessus. C'est plus vraiment, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça.
Et donc, du coup, moi, je recommande à ces gens-là pas du tout d'arrêter les études. C'est, à mon avis, une sacrée mauvaise décision que de faire ça. En revanche, de faire le strict minimum, de faire le taf qu'on te demande de faire pour avoir 10 ou 10,5. Et après, derrière, de développer des projets qui nous passionnent. Surtout que, en fait, aujourd'hui, il est de plus en plus facile de réussir à gagner quelques centaines ou quelques milliers d'euros par mois à son compte dans différents domaines. Mais c'est intéressant, Valorant. Pourquoi ? Parce que donc toi, tu as commencé tôt, tu t'es mis très vite en fait cette habitude, cette discipline que tu es en train de perpétuer aujourd'hui. Puis avec le crayon, tu as rencontré des centaines de personnalités qui aussi font avancer les choses. Tu as appris plein de choses sur le tas, avec ces rencontres. Et puis du coup, ce que je veux te demander, c'est si ce que tu as appris, en tout cas, tu étais heureux de sortir de l'école. Qu'est-ce qu'on aurait pu t'apprendre à l'école ? Qu'est-ce qu'on aurait pu te partager ? Quelles expériences tu aurais pu faire à l'école qui t'auraient permis de mieux apprécier ce processus ? Moi, je vais te décrire l'école qui aurait été idéale pour moi. Je ne sais pas à quel point, de une, c'est faisable, ou de deux, cette école-là pourrait exister réellement dans la réalité. Mais si un jour, je devais faire une école pour moi, en fait, adaptée à mes besoins, je créerais une école un peu chère, j'assume, mais quitte à ce que tu fasses des prêts étudiants, mais une école un peu chère, une école qui coûte, je sais pas, on va dire 3 000 ou 6 000 euros l'année, ou peut-être même 10 000 euros l'année, un truc un peu cher, tu vois. Où la moitié de ton argent va à l'école en elle-même, comme n'importe quelle école, et l'autre moitié, c'est de l'argent que tu as à disposition pour investir dans des projets. Et en fait, toute l'école, c'est sur 3 ans, en fait, et c'est sur des cycles où, en gros, tu trouves une idée ou un projet avec des associés ou des partenaires avec qui tu développes ton idée. Et en fait, tu développes ton idée avec des profs et des coachs et des consultants qui sont à ta disposition. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu payes l'école, pour t'aider à développer ton business. Parce que mine de rien, moi, j'apprends aujourd'hui des trucs dans le business, encore aujourd'hui, alors qu'on est 15 dans ma boîte, ça se développe très bien, ça va à 200 à l'heure et tout. J'apprends encore aujourd'hui des trucs que je pense que j'aurais pu apprendre en première année d'études si jamais ça avait été une école spécialisée sur la création d'entreprises. En gros, on se dit qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un des plus gros sujets de notre génération. On le dit, beaucoup de gens le disent. Pourquoi ne pas créer une école qui, du coup, en fait, t'apprend à créer des projets ? Et si au bout de 3 ans d'études, ton projet, il donne rien et que tu peux rien en faire, c'est pas grave. Tu auras tellement appris en te prenant des claques de tes clients, en t'étant trompé un nombre incalculable de fois, en ayant pondu un projet tech qui n'était pas bon, en ayant créé une communauté et mal communiqué. Enfin, toutes les erreurs que tu fais dans l'entrepreneuriat, si tu les avais faites dans le cadre d'une école avec des coachs, des consultants, des profs et tout pour faire un ping-pong entre le terrain et la théorie, ça aurait été absolument génial en fait. Et moi, en tant que prof ou en tant qu'étudiant, j'aurais tellement de choses à faire dans un écosystème comme celui-là, tu vois. Et ça, je trouve que ça aurait été vraiment intéressant à faire. Et ça, pour le coup, je me serais éclaté à l'école. Vraiment éclaté. Ouais, je comprends. Voilà. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que l'idée est extrêmement peu développée. Hein. C'est vraiment, je suis vraiment au stade zéro de l'idée, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est un truc. D'ailleurs, si des gens veulent réagir là-dessus et ça les intéresse, qui m'envoient un message et qui me donnent leur avis. Parce que pour le coup, il y a pas mal de gens, moi, qui me demandent mon avis là-dessus. Nous, avec la Founders Night, on ne veut pas créer une école, mais c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, il y a des axes de travail sur lesquels on peut avancer là-dessus, quoi. Oui. Et puis je pense que, je garantis que Valorant sera de bons conseils sur ces sujets-là, surtout sur les sujets en fait de présence sur les médias, d'innovation, d'influence et de réseaux sociaux. Hein. Complètement. Mais t'imagines, tu crées des promos d'une trentaine, d'une soixantaine de personnes. Tu ne prends que des types et tu les juges qu'à la motivation ou à la débrouillardise. Tu sais, tu fais des tests un peu de débrouillardise et de motivation. Ceux qui sont les plus motivés, les plus créatifs, les plus débrouillards, c'est ceux que tu prends. Et ces gens-là, en fait, tu leur fais créer des projets entre eux, complètement chapeautés par l'école, et dont, en fait, tout ce qui est le business, donc tout ce qui va être ton projet, si jamais il y a une urgence de ton projet, et que tu as un cours, ton cours, il saute. Tu fais ton projet. Il y a des gens, juste que les gens nous écoutent, j'ai des amis qui ont fait XHEC entrepreneur, donc le master entrepreneurial de Polytechnique et HEC. Niveau summum des études françaises, ça se pose quand même là, tu vois. J'ai des potes qui ont fait ça
et qui se sont embrouillés avec l'administration parce qu'ils étaient en train de monter une boîte et que l'école a dit « Ouais, mais en fait, on s'en fout de ta boîte, nous, on veut que tu ailles en cours. » Et les mecs étaient en mode « Mais je comprends pas, on n'est pas censé être dans un master d'entrepreneuriat ?» Et c'est qu'en fait, c'est pas un master d'entrepreneuriat, quoi. Ouais, je comprends. C'est un master de gestion ou de venture capital. Et c'est très bien. Ouais. Et c'est très bien. En revanche, ça ne t'aide pas à être entrepreneur, tu vois. Parce que l'entrepreneuriat, ça reste le terrain, quoi. Ouais. Mais et Valorant, toi qui a côtoyé quand même pas mal d'entrepreneurs, hein, 800 entrepreneurs dans la Founders Night, mais aussi au quotidien. C'est quoi est-ce que tu as quelques éléments à partager sur la réussite, mais aussi l'épanouissement en tant qu'entrepreneur, ou 2-3 choses que tu as récupérées sur le chemin en termes de concepts et de tips? Alors le premier truc, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que un bon entrepreneur, ça peut être n'importe qui. Et ça, c'est quand même une règle que beaucoup de gens oublient, mais il y a des tempéraments un peu qui sont assez récurrents, mais un excellent entrepreneur qui crée une excellente boîte, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un introverti, un extraverti, ça peut même être un flemmard, on oublie, mais ça peut même être un flemmard et tout ça. En revanche, il y a 2 choses que j'ai remarquées, l'une sur la performance, l'autre sur l'épanouissement. Sur la performance, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui réussissent le mieux sont quand même ceux qui se sont accrochés le plus longtemps. Et ça reste une règle. Je suis toujours étonné à quel point elle est vraie et elle se confirme dans le temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'on tient longtemps, on va réussir, mais quelqu'un qui se prend la tête en se disant « Comment je peux faire réussir mon projet ?» et il se prend la tête tous les jours pendant 3 ans, les chances qu'il réussisse son projet, au moins à petite échelle, sont quand même très élevées. Parce que vraiment, quand tous les jours, pendant 3 ans, tu te poses la question de comment faire un business qui tourne et qui marche, généralement, tu trouves quand même rapidement les réponses, tu vois. Ouais. C'est dur, ça va être long, ça va être lent, on va se prendre des tartes, mais c'est quand même, on va dire, la qualité numéro 1 à avoir, c'est quand même la ténacité et la résilience. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas incompatible avec la flemmardise, par exemple. Tu peux être flemmard, mais tenace. Tu peux travailler 3 heures par jour, mais travailler 3 heures par jour sur le même business pendant 3 ans. Tu fais 3 heures par jour dans le même business pendant 3 ans, même au bout de 3 ans, tu es bien meilleur que 95% des gens du marché. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis en prenant mon cas personnel. Tu vois, quand je suis entré dans un peu ce marathon, il y a quelques années, je voyais autour de moi plein d'acteurs qui ont des succès, tu sais, exponentiels et très rapides. Et en même temps, en fait, ça fait des pics, c'est en dents de scie. Et parfois, ils stagnent. Et c'est étonnant de voir la quantité de gens, en fait, qui partent. Ça vient, ça part, et une grande partie, je ne sais pas si c'est de l'abandon, parce que parfois c'est aussi des changements de priorité ou des changements de cap, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression, comme tu dis, que la facteur clé de succès de continuer de jouer, c'est juste primordial. Complètement, et c'est vraiment régularité, ténacité. Et je vais prendre un exemple. Il y a un mec qui s'appelle Adil Mania qui a monté un média qui s'appelle Startup au Calme. Ça fait 2 ans et demi que ces chiffres sont en faible croissance et que c'est difficile, alors qu'il se donne un mal de chien. Et là, ça fait depuis quelques semaines qu'il a lancé un format qui s'appelle Un jour une startup, qui est le format que moi, je pense qu'il aurait dû faire depuis le début, mais c'est très difficile de savoir que c'est celui-là que tu aurais dû faire depuis le début. Et depuis qu'il a fait ça, il a dû faire x2 sur ses abonnés en quelques semaines. Et c'est bien la preuve qu'il s'est pris la tête tous les jours en se demandant comment le faire. Il a testé plein de trucs et au bout d'un moment, tu tombes sur le bon truc et ça marche. Et sur l'épanouissement personnel, c'est un truc qui est très facile à dire et beaucoup plus difficile à intérioriser, mais que je trouve très vrai, c'est ne pas chercher à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne pas chercher à juger son succès en fonction des critères de quelqu'un d'autre. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à dire que la métrique numéro 1 et la plus importante, c'est l'argent. C'est plutôt vrai sur le principe. Ceci étant dit, il y a des gens qui ont besoin de 100 millions pour se sentir bien. Il y a des gens qui ont besoin de 100 000 euros pour se sentir bien. Ça, pour le coup, il ne faut pas se juger soi-même. Il ne faut pas penser qu'on a un moins bon entrepreneur parce que notre ambition ou notre objectif est moins élevé. C'est complètement faux. Le but de l'entrepreneuriat, le but numéro 1, c'est de passer ses journées sur quelque chose qui nous passionne. Enfin, moi, je le vois comme ça. Si jamais quelqu'un, on va dire, perd un peu de passion à faire ce qu'il fait pour avoir de meilleurs résultats, il faut être certain du pari. Parce qu'en fait, tu vas t'aliéner. Par exemple, les gens qui recrutent parce qu'il faut recruter, alors qu'ils n'ont pas envie de recruter. Ou l'inverse, les gens qui vont se dire faut
traiter tous les clients parce que c'est comme ça qu'un entrepreneur. Non, il faut faire exactement ce qu'on veut en pleine responsabilité et s'aligner sur ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire que toi, dans ta situation actuelle, Julien, je te prends juste c'était ton exemple à toi, mais dans ta situation actuelle, tu peux te dire, en fait, je vais essayer de monter un groupe de développement personnel et de développement humain qui va avoir 1000 salariés dans 10-15 ans, par exemple. Ouais, et c'est tout à fait envisageable avec cette marque Ombrelle Vivre Mieux. Ou tu peux très bien te dire, moi je suis content, on est une petite dizaine et on gagne on fait des plutôt gros tickets et je me prends pas plus la tête que ça et je fais des tours du monde, je vis ma belle vie. Et les deux sont OK, les deux sont bien. En revanche, ils doivent être alignés avec quelles sont toi tes aspirations profondes. Moi je le sais que je suis plutôt quelqu'un qui a une ambition qui est d'abord l'entrepreneuriat c'est d'abord une affaire d'ambition avant d'être une affaire de liberté. Oui. Donc du coup, je sais que pour moi, une décision, elle va plutôt être prise sur à quel point ça fait grandir mon business. Mais parfois, je me retrouve à faire des semaines où là c'était dur. Là c'était dur. Tu vois. Et donc ça te fait reconsidérer, non, mais ça te rappelle que c'est pas un hasard que des gens souhaitent pas avoir trop de problèmes et juste gagner le maximum d'argent avec le minimum de temps passé, quoi. Il faut être très humble par rapport à ça. Je pense que le meilleur moyen d'être heureux, c'est de surtout pas chercher à jouer à un jeu qui n'est pas le sien. Ok, donc tu as dit 2 points. Le premier qui était vraiment la ténacité et la régularité, surtout sur l'aspect réussite, et puis sur l'aspect épanouissement qui était être en alignement, savoir ce qu'on veut et jouer son propre jeu et non celui d'un autre. Exactement, et je le dis parce que moi je suis quelqu'un, c'est un discours de Simon Sinek que je recommande aux gens de regarder s'ils ne le connaissent pas. C'est une espèce de philosophe moderne américain, ils appellent ça conférencier, mais moi je dis philosophe moderne. Et en gros, il expliquait que les business se définissent en 2 catégories. Ceux qui jouent à un jeu infini et ceux qui jouent à un jeu fini. Okay. Ceux qui jouent à un jeu fini, ils cherchent à être numéro 1. Sauf que lui, il questionne. Numéro 1, de quoi ? Dans quelle temporalité et selon quels critères ? Parce que c'est difficile à dire. Et en fait, c'est très dangereux de faire ça parce que ça veut dire qu'en fait, ton référentiel de succès dans ton jeu fini, c'est les autres. Je suis bien dans mon business est florissant parce que je suis numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 10, peu importe. Mais donc en fait, c'est un rapport aux autres. Un jeu infini, le but, c'est d'être toujours dans le jeu. C'est d'avoir au moins toujours les jetons pour faire au moins une partie de plus. Et il prend ces exemples-là en disant que Microsoft est plutôt une boîte qui joue un jeu fini et Apple un jeu infini. Il prenait cet exemple-là, donc c'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Ouais. Il disait, je vais voir des top exécutifs de Microsoft et je leur dis, ouais, le dernier produit Apple, il est absolument extraordinaire, je sais pas si vous l'avez testé. Et les top exécutifs de Microsoft disent, ah ouais, et tout, fais voir comment il est, et tout. Ultra concernés par ce que vient de dire Simon Sinek. Donc ça, c'est un jeu fini. Qu'est-ce que fait Apple ? Ça m'intéresse parce qu'il faut qu'on les batte. Il va voir Apple pour dire, ouais, les produits de Microsoft, cette année incroyable, je pense qu'ils vont vous battre et tout. Et le mec d'Apple lui répond, ouais, j'en doute pas. Ils s'en foutent complètement, en fait. Ils s'en foutent complètement. Et en s'en foutant complètement, peu importe s'ils gagnent ou pas d'un point de vue business, ça c'est un autre débat. En tout cas, ils bossent en comparaison avec eux-mêmes. Ils se font plaisir. Et je pense que plus on est une boîte jeune, plus on est une entreprise ou un projet jeune, plus on a intérêt à raisonner comme ça, parce que de toute façon, la comparaison nous fera toujours mal, parce qu'on se comparera à des gens qui sont soit plus avancés, soit plus vieux, soit qui avaient plus de fonds, soit qui avaient plus d'expertise à la base. C'est infini en fait comme comparaison, quoi. C'est très destructeur, je trouve. Et moi, parfois, je peux être sensible à ça. Et c'est mon associé Antonin, qui est le rédacteur en chef du Crayon, qui me calme beaucoup en disant « Ouais, mais lui, il a fait ça, mais nous, on s'en bat les couilles, en fait. Complet. » Et c'est vrai qu'il a raison. On s'en fout. Ok. Merci pour ça, Valran. 3 questions, il reste 3 questions avant la fin du podcast. La première question, Valran, c'est donc, tu vois, on a parlé pas mal de cette école hypothétique. Imagine qu'on est dans 5 ans et qu'on a une école qui est financée à plusieurs centaines de millions d'euros avec de nombreux participants. Et là, tu es invité à enseigner à cette école. Quel serait donc le sujet que tu voudrais enseigner ? Et je pense que c'est en rapport avec ce qu'on s'est dit plus tôt. Hein. Ah, c'est une très bonne question. Comment faire beaucoup avec rien ? Moi, je pense que ça serait ça, mon sujet préféré.
comment avec un peu d'intelligence, un peu de roublardise et un peu de bonne volonté, on peut réussir à battre des gens qui ont 100 fois notre budget, nos compétences ou nos moyens, tu vois. Ça, je pense que c'est un truc que les gens sous-estiment, c'est à quel point on peut faire énorme avec très peu, simplement en utilisant les bons leviers. Je prends un exemple tout simple. Combien aurait coûté de budget à une entreprise de développement personnel d'avoir ta visibilité sur TikTok et Insta? Ça aurait coûté, je te donne la réponse, des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros que tu as économisés parce que tu as compris les codes de la plateforme, tu as dédié un peu de temps et tu as mis la bonne expertise dans le bon format. D'accord. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve que l'éducation, notamment des élites en France, ne sensibilise pas du tout les gens à ces pratiques-là, qu'on appelle dans l'entrepreneuriat des pratiques bootstrap. Qui veut dire, en gros, bootstrap, c'est un terme un peu militaire pour dire, en gros, on va faire ça, on n'a rien, mais on va le faire quand même, tu vois, en gros. Et ça, c'est un truc que je trouve extrêmement intéressant. Et beaucoup trop de gens, quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ils se disent, bon, on va faire une plaquette et on va lever des fonds. Ouais, mais non, en fait, fais déjà le max que tu peux faire et une fois que tu n'as plus d'argent pour le faire, là, tu vas demander des fonds. Avant, pourquoi moi, je suis un mec qui a investi dans quelques boîtes. C'est des montants très faibles par rapport à des gros fonds d'investissement et tout, mais du coup, je vois des projets passer. Le nombre de projets passés où, si j'avais été à la place des entrepreneurs, je serais déjà allé 10 fois plus loin avec le même budget et la même temporalité. Parce qu'en fait, le sujet de lever des fonds, c'est un sujet surtout quand tu dois attraper un marché avant d'autres personnes. Tu vois. Si jamais, je sais pas, on se dit que, par exemple, typiquement la livraison de nourriture avec Gorillaz, Cajou, Uber Eats, c'était une course. Et tout. Ça, pour le coup, faut se positionner vite parce que sinon, ça va être trop difficile de s'installer sur le marché. Donc là, oui, il faut lever des fonds, même s'il n'y a même pas de plaquettes, on s'en fout, juste on lève des fonds, on y va. En revanche, sur des projets où il y aura toujours un marché, non. D'abord, fais le max, montre que ça marche avec zéro. Et si ça marche avec zéro, ça marchera beaucoup avec 100, 1000, 10 millions, quoi, tu vois. Quelque chose me dit que si un auditeur là, se tournait vers toi, t'envoyait un DM sur ce sujet, tu aurais déjà des billes et on n'aurait pas besoin d'attendre 5 ans. Hein. Non, ça c'est sûr, mais je dis ça parce que c'est la phrase d'Orelsan qui est probablement la plus belle punchline jamais écrite dans le rap français. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une punchline que j'aime beaucoup. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que j'ai pas de matos ou j'ai pas d'argent, c'est un truc de victime. Et je suis tellement d'accord. Je rappellerai à tous les gens qui nous écoutent que Paranormal Activity, ça a coûté $15 000 et ça en a rapporté 250 millions. Voilà, ça paraît important de le rappeler. Aujourd'hui, tu peux, encore plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, tu peux faire des miracles avec rien. Faites d'abord des miracles avec rien et après demandez aux investisseurs s'il y a besoin, parce qu'il n'y aura même pas besoin, de vous mettre de l'argent pour que ça arrête d'être un miracle mais que ça devienne une normalité, quoi. Ok. 2 questions. L'avant-dernière donc, est-ce que tu as une lecture, une personnalité, une chaîne YouTube, un podcast à nous partager? Je vais t'en mettre 2 parce que j'en ai découvert un récemment. Celui que je recommande à beaucoup de gens, notamment sur les sujets qui sont les tiens, c'est Jordan Peterson. Il est politisé, c'est important de le dire parce que ça peut ne pas plaire à des personnes, mais c'est quelqu'un que je trouve extrêmement pertinent sur comment recentrer ses besoins sur ce qui compte et évacuer le superflu. Et je suis d'accord qu'il est politisé, donc il y a des gens que ça énerve, moi je m'en fous un peu, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu une antidote au chaos, on va dire, Jordan Peterson. Et je le trouve très pertinent dans ce sens-là, en plus d'avoir une rhétorique et une culture qui est époustouflante. Mais donc voilà. Mais ma découverte récente, donc là c'est plus sur l'entrepreneuriat, c'est un Anglais, un petit peu complotiste sur les bords, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iman Gadzhi. D'accord. Qui est un Anglais d'ailleurs, je crois, et qui a 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Pour un entrepreneur, c'est quand même énorme en fait. C'est une forme, on va dire, de Yomi Denzel, mais version business concret, quoi, en gros, pas formation en ligne. Et il est incroyablement pertinent. Je trouve qu'il est très clair, il est très ludique. Moi, il y a beaucoup de choses qu'il dit que je sais déjà, donc il y a certaines valeurs qui sont... Mais en revanche, j'aurais rêvé avoir découvert sa chaîne il y a 3-4 ans. Vraiment, ça, pour le coup, ça aurait été... Je serais probablement allé beaucoup plus vite.
C'est un Ok. truc très pertinent. Iman Gadzhi, c'est un mec qui a documenté sa vie de ses 14 à ses 22 ans. À 14 ans, il avait rien, et à 22 ans, il est multimillionnaire. Donc c'est intéressant parce que tu peux voir ces vidéos où le mec devient de plus en plus riche au fur et à mesure des années et des vidéos. C'est assez unique quand même. Ouais. Valran, pour finir, est-ce que tu as autre chose? Quelque chose qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus à part ça? Oui, j'avais vraiment quelque chose que je voulais dire, mais c'est un peu pour défendre ta cause, mais qui est aussi un peu la mienne, parce que moi je crois beaucoup en ça. Le développement personnel, ça n'est pas du bullshit et c'est pas du vent. C'est, je pense, un peu comme la religion d'un certain point de vue, ça dépend ce qu'on en fait, comme toujours. Je pense que le contenu du développement personnel, c'est comme le contenu théologique, c'est comme le contenu philosophique. Ça peut être rien pour des gens qui ne veulent pas l'entendre, et ça peut être tout pour des gens qui le prennent à bras le corps. Ça dépend ce qu'on en fait. Il y a cette phrase de Oussama Ammar que je trouve absolument géniale qui dit je peux potentiellement apprendre plus devant Barbie que des gens apprendraient devant Socrate. Et je trouve que cette phrase-là est bien le symbole de ce que je veux dire. Tu tires, la qualité d'un contenu dépend aussi beaucoup de la personne qui le reçoit. Et donc pour chaque personne, dès que vous avez ayez toujours un esprit critique sur le développement personnel. En revanche, ne vous laissez pas avoir par les prêtres du catastrophisme qui disent que le développement personnel ruine une génération. Non. Faites-vous votre vérité avec le maximum de contenu qui vous élève. Moi, je recommande le tien. Je suis un peu biaisé parce que je t'adore, mais moi, ça m'apporte beaucoup de valeur. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi quelques autres personnes qui font du très bon contenu. Et j'ai cité Charisma Uncommon et Yann Piette que je recommande. Ce sont des gens dont en tout cas ma réceptivité à leur contenu a vraiment changé une partie de ma vie. Et à vie, je leur devrais un truc parce qu'il faut rappeler que ces gens-là, je n'ai pas dépensé un centime pour ça. C'est quand même merveilleux. Ça, c'est clair. Quoi qu'on en dise, c'est quand même tout à fait merveilleux, cette société. Tu vois. Absolument, absolument. Valran Mouléberto, merci beaucoup pour ton passage sur le podcast. À très bientôt. Julien Kim, merci beaucoup. À très bientôt.